Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global que nous tenons finalement lundi. Nous l'avions annoncé pour jeudi et puis voilà, les contraintes d'agenda fait que nous revenons lundi. Ça tombe bien parce qu'il y a de l'actualité, mais par avance, nous sommes désolés si vous entendez des bruits de tronçonneuse. C'est comme ça, c'est la vie, on fait avec, mais on va s'arranger pour qu'au son ça passe moins. Ouais, tu voulais faire une blague? Oui, Massacre à la tronçonneuse, c'est notre jeunesse. Il allait la refaire quand même. Pas de ta jeunesse, moi je suis beaucoup plus jeune que toi, j'étais pas né à l'époque. Alors donc, aujourd'hui on va quand même parler de l'actualité internationale, du grand désordre international qui s'annonce, mais la France n'en est qu'au fond le lointain écho, même pas si lointain forcément, mais n'en est qu'un écho. Et on peut, je vais résumer cette affaire en disant qu'au fond, nous sommes probablement dans l'un des moments où, plus que jamais, en tout cas nous n'avions jamais atteint cette intensité, dans un des moments où le conflit entre les mondialistes, entre la caste mondialisée et ceux qui résistent à la mondialisation devient extrêmement ouvert. Nous sommes dans la confrontation directe et évidemment je fais allusion à la tentative d'assassinat sur Donald Trump que vous n'avez pas pu éviter, ne pas connaître, ignorer, qui est survenue donc vers 1h du matin, heure de Paris ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, et nous allons décliner ce chaos global à travers cette clé de lecture que je crois essentielle, qui est ce conflit, cet antagonisme entre les mondialistes et les souverainistes d'une certaine façon, entre ceux que tu appelles les anywhere et les somewhere. C'est ça que tu dis? Oui, c'est la distinction de David Goodhart dans un livre qui était prémonitoire, paru un an avant le Brexit, dans lequel il expliquait que l'électorat britannique était coupé en deux. Il y avait les gagnants de la mondialisation, qu'on pourrait appeler aussi les nomades, et les anywhere. Et les anywheres. Et puis il y a ceux qui ne peuvent pas autant bouger, qui sont enracinés, les somewhere, ceux qui sont quelque part liés à un lieu. Et Goodhart, qui est un sociologue britannique plutôt de centre-gauche, disait très honnêtement, cet antagonisme n'est pas surmonté. Est-il surmontable? En tout cas, il est l'occasion d'une guerre politique très, très violente, et il annonçait ce qui se passe pour le Brexit un an plus tard, en 2016, où effectivement ce sont les somewheres qui l'ont emporté pour la première fois. Puis après il y a eu l'élection de Trump, et puis Trump n'a pas été réélu en 2020, et aujourd'hui aux États-Unis on voit bien qu'il se pose la question de savoir si Trump va réussir à revenir, ce qui serait la revanche des somewheres, des enracinés par rapport aux mondialistes. Alors on va faire les choses en ordre, parce que évidemment c'est l'inconvénient de commenter l'information à chaud. Alors, on l'a fait un peu. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien prendre un peu de recul. Je me méfie toujours des interprétations à partir de faits qu'on connaît mal. On avait eu cette blague d'ailleurs sur la mort du président iranien dans un accident d'hélicoptère il n'y a pas longtemps. Dans la pratique, est-ce que selon toi, cette tentative d'assassinat, on va revenir sur les conditions de son interprétation, est-ce que la tentative d'assassinat de Donald Trump, contre Donald Trump, est l'une des manifestations de cette guerre qui est larvée ou pas d'ailleurs, de moins en moins larvée, entre anywheres et somewheres? Alors, première remarque, les gens qui assistent au meeting de Trump, c'est extrêmement intéressant de les regarder, en particulier ceux qui ont été interviewés après. On a vraiment un électorat à la fois populaire et classe moyenne provinciale, on va dire, solide, on sent. Et d'ailleurs, j'ai été frappé par le fait que pendant les 2 minutes où Trump est à terre et où on ne sait pas s'il va se relever, eh bien, il y a évidemment de la peur, qui n'aurait pas peur à ce moment-là, mais il y a relativement peu de panique. Ah oui, alors moi je trouve ça extraordinaire. On voit derrière lui à un moment donné un gars qui, on a l'impression du chasseur de David Crockett qui jette le... Voilà. C'est extraordinaire. Et on a vu sur les réseaux sociaux, X par exemple, des gens qui sont au contraire des urbains, des grandes métropoles, disant mais comment ça se fait, ils auraient dû tous partir en courant, etc. Donc je crois qu'il y a une première caractéristique, c'est que ce public qui est venu
venu écouter Trump, il a eu beaucoup de sang-froid. On dit même que certains d'entre eux, enfin certains ont témoigné avoir aperçu le tireur, voulu prévenir la police. Plusieurs témoignages de gens qui disent la police n'a pas voulu intervenir. Et en tout cas, elle a mis beaucoup de temps et on comprend pas parce que nous on avait vu, pourquoi eux ne voyaient pas. Et donc c'est ce public-là, ça c'est une première chose. La deuxième chose, je crois, à faire remarquer, c'est que effectivement il y avait un climat depuis le début de la campagne présidentielle, depuis qu'on voit que Trump va revenir et être un candidat très sérieux, là je me place avant l'attentat, on va parler des conséquences de l'attentat après, mais il y a un climat de haine, d'appel au meurtre en fait. Alors c'est un petit peu, je vais prendre une comparaison, ça me fait penser à ce qui arrive à Jaurès, là changeant les bords politiques, ce qui arrive à Jaurès avant 1914 en France, où il y a des campagnes de haine qui sont déchaînées contre lui, puis un jour il est tué, on dit ah oui c'est vrai, on était peut-être allé un peu fort. Et donc on a vu hier la Maison Blanche annoncer qu'elle retirait sa campagne de publicité politique pour Biden qui allait traiter Trump de nouvel Hitler. On a vu aussi Politico et d'autres rétropédaler beaucoup parce qu'ils avaient cité une phrase où Biden disait il faut cibler Trump, il faut le mettre dans le mille en fait, mot à mot, etc. Et donc on voit bien qu'il y avait un climat très délétère, mais qui est alimenté par ce que tu as appelé dans certains articles une lutte des classes, une lutte des castes. Voilà, une haine véritablement qui est à motivation sociale et qu'on a vu d'ailleurs s'exprimer en France contre les Gilets jaunes ou même plus récemment contre l'électorat du Rassemblement national. Ou contre, à un moment donné, les non-vax, comme on les a appelés. Alors, il faut recontextualiser quand même ce phénomène. Pour l'instant, on va quand même gratter un peu. Pour l'instant, personne ne peut dire si c'est un coup monté de Trump ou un coup monté des services secrets, mais on examinera ce sujet. Mais il faut recontextualiser d'abord en reprécisant que ça fait plusieurs mois qu'une lutte sans merci est menée contre Trump et contre sa campagne, que finalement il a obtenu il y a une grosse semaine, peut-être il y a 15 jours, un arrêt fondamental de la Cour suprême qui lui garantit l'impunité pour l'immunité pénale pour les actes commis durant son mandat, et donc le procès qui était envisagé contre lui, qui devait s'ouvrir pour l'opération du Capitole, la prise du Capitole le 6 janvier 2021, ce procès n'aura pas lieu parce qu'il a bénéficié d'un arrêt de la Cour suprême qui le protège. Donc la stratégie qui consistait à lui mener une guerre judiciaire, elle est en train de tomber à l'eau. Tous les procès qui ont eu lieu contre lui n'ont pas permis de dessouder sa campagne ou d'entraver sa popularité. Et là, par ailleurs, autre phénomène qui survient quelques jours après cet arrêt de la Cour suprême, c'est l'effondrement physique de Biden, qui, à l'occasion de plusieurs interviews, a multiplié les preuves évidentes, incontestables de faiblesse. Ces bourdes au sommet de l'OTAN où il appelle Zelensky Monsieur Poutine. Et où il explique que Trump est son vice-président. Et où il explique que voilà, ma vice-président Monsieur Trump. Donc il ne peut plus cacher qu'il est la caste américaine ne peut plus cacher qu'il est devenu gâteux, il yoyote de la touffe, papy. Et donc, son investiture est de plus en plus contestée, et on voit bien que lui-même, au fond, dit « je resterai quoi qu'il arrive, même si vous devez perdre ». Donc il y a une panique dans le camp démocrate. Il y a une panique qui d'ailleurs, si je peux faire une minute d'analyse, anti-complotiste, anti-conspirationniste. Par exemple, il y a quelques mois, on nous disait, parce que les gens savent que Biden est gâteux depuis un moment. Et donc des gens disaient, vous allez voir, il va y avoir un scénario qui va se dérouler, parfait, où on va forcer Biden à se retirer, puis c'est Michelle Obama, la femme de Barack Obama, qui va être la candidate, et d'ailleurs ça réduira les chances de Trump. Bon, en fait, depuis qu'il est devenu évident que Biden ne peut plus assurer ses fonctions, on voit qu'il est très difficile de le dessouder. Il est très difficile de le dessouder aussi pour des raisons qui relèvent de l'anecdote. C'est que
que Madame Biden, Jill Biden, qui a acquis un pouvoir considérable depuis 4 ans, puisqu'en fait, il est entré à la Maison-Blanche en étant en mauvaise santé, elle ne veut pas du tout partir. Elle se dit que la place est belle, puisque de facto, elle est la présidente des États-Unis. Et on revient à des vieilles questions qui font penser à la cour des empereurs ou à la cour des rois de France à certains moments. Donc, c'est pas si facile que ça de dessouder Biden. Et alors, c'est vrai que l'attentat contre Trump survient à un moment où le camp démocrate se dit mais si on n'arrive pas à dessouder Biden ou si on n'a pas la possibilité de le remplacer dans de bonnes conditions, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la victoire de Trump devient inéluctable. Et c'est là que certains se disent, est-ce que le camp démocrate ou certains ou une partie de ce camp-là n'a pas fait en sorte on se débarrasse de Trump? Alors on va là aussi reprendre les choses clairement, explicitement, parce que je le redis, moi personnellement, je considère qu'on n'a pas d'éléments aujourd'hui suffisants pour prendre des positions de c'est un coup monté, c'est ceci, c'est cela, etc. Mais aujourd'hui, de ton point de vue, Édouard, est-ce qu'il y a des éléments probants permettant de dire qui est le commanditaire de cette tentative d'assassinat? Alors, je voudrais d'abord faire une remarque sur, je lisais hier un échange amusant sur X de quelqu'un expliquant, moi j'ai fait mon service militaire, j'ai appris à tirer, et écoutez, le gars c'est un très mauvais tireur parce qu'on rate pas la cible à cette distance-là. Bon, sauf que c'est très bien, moi aussi j'ai fait mon service militaire, je suis beaucoup plus vieux que toi. Tu étais meilleur tireur encore. Et j'étais encore meilleur tireur, mais... Non, c'est pas que tu es plus vieux que moi, c'est que moi je suis binational et je devais faire mon service en Belgique. Où ça a été supprimé. Voilà, il finit par l'avouer. Je sais quand même la différence entre les conditions d'un stand de tir où on est tranquille et ce que j'imagine être des conditions réelles d'un gars qui a toute la pression sur lui puisqu'il s'est donné comme mission de descendre l'ancien président des États-Unis. En plus, il y a du vent, on n'est pas dans un stand de tir à l'abri, etc. Donc je crois qu'il faut raison garder avant de faire des théories sur mais il y avait qu'à, mais pourquoi, mais comment, etc. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a deux bouts de la chaîne. J'ai fait un article là-dessus hier soir. On a d'une part un tireur qui visiblement a manqué sa cible et la balle est passée tellement près de Trump et elle a même raflé son oreille que c'est peu vraisemblablement quelqu'un qui cherchait à rater Trump, mais bon, on peut en discuter. Et à l'autre bout, il y a le 8 juillet dernier, Biden qui dit, on le citait tout à l'heure, il faut mettre Trump dans le mille, il faut le cibler. Bon, est-ce qu'on arrive à établir un lien entre les deux? Si on est honnête, on dit non. Pour l'instant, on n'arrive pas à établir de lien entre les deux. Vraisemblablement, on ne l'établira jamais. Mais constatons qu'il y a un climat de grande violence, que les démocrates sont désespérés, qu'il y a une tradition d'assassinat politique des présidents ou de tentatives d'assassinat aux États-Unis, et que à partir de là, la grande question, c'est ce qui est plausible et ce qui ne l'est pas. Et dernier élément, on n'est pas obligé d'imaginer une commande directe. Et quand il y a un climat qui appelle à la haine, il peut y avoir quelqu'un qui se sent missionné pour réaliser le mandat, même si on ne le lui a pas donné directement. Donc, je crois que mon avis personnel, c'est il ne s'agit pas d'un coup monté. Alors, explique-nous pourquoi tu penses que c'est pas un coup monté, puisque moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'en profite pour dire que je faisais une brève de presse ce matin sur les révélations de Mediapart à propos de la connivence entre BFM et Nicolas Sarkozy. On voit bien que l'information qui nous est servie, elle est trafiquée. Ce qu'on appelle les chaînes d'information sont souvent des chaînes de mésinformation, mais tu le sais comme moi, tu l'as vu, moi quand j'étais en place à l'étranger, j'ai vu l'ambassade de France payer des journalistes du pays pour servir une soupe, et on sait tous que les services américains ont en France des correspondants, des journalistes qui sont payés pour servir la soupe qui est attendue et faire l'article qui va bien. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a assez vite commencé à voir dans la presse subventionnée des papiers disant oui, mais alors c'était le tireur était un militant républicain, donc au fond ce sont les républicains. On a cherché à semer le doute. C'est la faute du port d'armes aux États-Unis. Voilà.
voilà. On nous a expliqué, il y a eu une convergence d'éléments dans différents médias pour semer le doute et puis au fond réexpliquer que évidemment tout ça est un coup totalement prévisible, préparé et qui sert Trump, puisque le discours derrière c'est la réélection de Trump est désormais inévitable grâce à cette tentative d'assassinat. Donc on voit bien qu'on a cherché à nous mettre une soupe dans la tête c'est probablement Trump qui a lui-même organisé cet attentat. Alors il y a une analyse qui a été faite par un ancien sniper, tireur d'élite de l'armée américaine qu'on peut trouver sur Zero Hedge. Au besoin, je le citerai dans un article ce soir, et qui dit que même si on est très très bon tireur, et peut-être que le tireur là n'était pas le sommet de ce qu'on pouvait imaginer, mais même si on est très très bon tireur, si on veut rater un attentat, puisque un attentat organisé c'est un attentat raté volontairement, on ne prend pas le risque de tirer aussi près de la tête de celui qu'on veut rater, d'autant plus qu'on ne calculait pas le vent exactement et on peut le sous-estimer, il peut y avoir une rafale ou une chute de vent, etc. Donc c'est peu vraisemblable, puisqu'aujourd'hui on a des photos qui montrent même la balle qui passe en fait le long de la tête de Trump et derrière lui, puisqu'il a la tête tournée vers la droite, donc c'est peu probable. Surtout, je crois que c'est un très bon exemple pour dire aux conspirationnistes de droite et de gauche, calmez-vous, il y a beaucoup de hasard dans l'histoire. Il y a des choses qui sont préparées, il y a une volonté des acteurs, et puis il y a des choses qui échappent aussi aux acteurs. Effectivement, quand on écrira cette histoire un jour, on dira qu'à quelques millimètres près, qu'à 1 centimètre près, Trump aurait pu être tué, puisqu'il aurait été touché à la tête, au cerveau, et c'était l'histoire tournait autrement. Bon. Oui, ça a été comme un suicide de la part de Trump que de commanditer une opération de ce genre. Voilà. Donc c'est pour ça que mon avis personnel, c'est que c'est pas du tout un coup monté. Ensuite, que le tireur n'ait pas été le plus grand tireur d'élite de l'armée américaine, issu de l'armée américaine, ou bien le héros de la série Sniper, c'est bien probable, mais c'est la vraie vie. Le troisième élément, c'est qu'effectivement, on est dans un contexte très particulier, je voudrais insister là-dessus. Souvent, les attentats contre les présidents ont eu lieu dans des contextes urbains assez complexes et qui d'ailleurs permettaient aux tueurs de s'échapper ou qui permettaient de monter un scénario. Pensons à Kennedy, on sait qu'aujourd'hui il y a eu plusieurs tireurs, c'était complexe. Alors, on le reprécise puisque j'en profite pour dire, donc très souvent les abrutis comme Reichstadt de Conspiracy Watch expliquent « Ah, vous dites qu'il y avait plusieurs tireurs, donc vous êtes complotiste ». Il faut redire que la justice américaine elle-même a au moins récemment validé l'existence de 2 tireurs, oui, et qu'il y a des éléments documentés qui laissent penser quand même que c'était plus compliqué qu'on ne le dit. Donc, factuellement, plus personne aux États-Unis ne conteste l'existence d'au moins 2 tireurs dans l'affaire Kennedy. Et là, on est dans un contexte très différent. C'est en bordure d'une petite ville en Pennsylvanie, avec quelque chose d'assez dégagé, et on a des petits bâtiments d'entreprise, des petits bâtiments industriels, et effectivement, à environ 150 mètres de l'endroit où Trump se tenait, le tireur a réussi à monter dessus et à viser sa cible. Alors là, on entre dans autre chose, la question qui a été posée par certains témoins: comment se fait-il que cet endroit-là n'était pas mieux surveillé vu la proximité avec le podium? Comment se fait-il que la police puis les tireurs d'élite aient mis autant de temps à réagir? Voilà, là on entre dans le réel, je pense, dans les vraies interrogations. Mais voilà pour moi les éléments d'analyse, en sachant que par exemple je n'accorde pour l'instant aucune foi au fait que le FBI nous a donné un nom pour le tireur, mais sans nous préciser du tout de qui il s'agit, des motivations. Donc on a un nom pour le tireur, mais ça nous en dit très peu. Alors moi je veux faire du complotisme, voilà, parce que effectivement le fait que et pour moi ça fait partie de ces éléments de langage
qui devrait mettre du temps à arriver dans une presse normale, d'investigation, qui a un temps d'accès à la... C'est-à-dire au courrier des stratèges. Courrier des stratèges. Et là, tout à coup, on voit des gens qui sortent tout de suite l'identité du mec, son parcours, etc. Ça fait tellement éléments de langage fournis par les services, juste après les événements, qu'on se dit, c'est quand même bizarre. Ça ne veut pas dire que ce sont des éléments de langage fournis par des services, mais ça y ressemble. Et je vais faire du complotisme, puisque je suis frappé de voir que, au fond, ce tireur a été tué par la police. On n'a pas cherché à le neutraliser, on n'a pas cherché à le neutraliser pacifiquement. Et au fond, là aussi, c'est Lee Harvey Oswald, c'est-à-dire que on a tué un mec. Au fond, il ne pourra plus parler, il ne pourra plus nous donner sa version des faits. Et donc c'est un peu... Moi ça m'embarrasse qu'un gars qui a été tué directement après l'attentat, qui ne peut plus se défendre quoi qu'il arrive, on sorte tout à coup des éléments biographiques, on est tout de suite identifié. Enfin, c'est quand même assez fascinant. Et on explique que c'est son père qui avait acheté la carabine qui a servi à tirer. C'est quand même... Son père vraisemblablement militant républicain. Alors, voilà. je vais quand même me faire l'avocat du complotisme, mais tout ça est sorti un dimanche. Et de façon assez fascinante, tous les journalistes ont eu accès un dimanche à ces informations. On a tous su, les services sont... c'est quand même extraordinaire. Quand on connaît le temps d'accès à l'information pour une rédaction, on se dit, mais comment ont-ils pu tous divulguer ces informations aussi rapidement et sans aucune forme d'investigation ni de recul critique? Enfin, ça pose quand même une question. Alors, un des problèmes aujourd'hui pour le journalisme subventionné ou le journalisme mainstream, c'est que la puissance des réseaux sociaux est telle que, par exemple, le témoignage de cet homme qui dit pendant 3 à 4 minutes j'ai averti la police et je voyais le gars qui s'installait, rien ne se passait, qui en plus est passé sur la BBC, a été diffusé sur les réseaux sociaux très vite. Donc il fallait allumer des contre-feux. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue, mais du coup ça veut dire qu'on essaye de nous livrer un prêt-à-porter. Là encore, le précédent de Kennedy devrait nous rendre prudents. On sait très bien qu'on nous donne des identités de tueurs sans nous donner les moyens de vérifier. Bon, donc en tout cas, moi j'insiste sur le fait que nous pensons qu'une bonne information, c'est une information qui prend du temps, c'est comme le vin, et que donc tous ceux qui se précipitent pour vous informer tout de suite sur des choses dont ils ne sont pas témoins directs, moi ça me paraît suspect. Voilà. On en profite pour dire 3 mots sur les conséquences, parce qu'en réalité, là on voit bien que cet attentat va favoriser la dynamique de Trump et qu'il va être difficile aujourd'hui d'échapper à l'élection de Trump, mais en même temps il y a une exacerbation de la violence aux États-Unis qui peut aussi poser question. Oui, et puis je maintiens que l'élément central, c'est ce qui va advenir de Joe Biden. Si le Parti démocrate, les grands donateurs n'arrivent pas à le dessouder assez rapidement, parce que la convention du Parti démocrate est dans 1 mois, si je ne me trompe pas, donc s'ils n'arrivent pas à le dessouder assez rapidement, ça va poser d'énormes problèmes, et on ne sait pas finalement ce qui va se passer. D'autant plus que les conséquences de la maladie visible de Biden sont énorme dans le monde entier, on l'a bien vu avec le sommet de l'OTAN. Donc on est entré dans une ère de grande incertitude où les passions vont s'exacerber, d'autant plus qu'il y aura la rage impuissante des démocrates qui soit auront un autre candidat mais trop tard, soit devront continuer avec Biden en allant à une défaite assurée. Et accessoirement, précisons-le, j'imagine qu'au sein du deep state américain qui n'a ménagé ni son temps ni sa peine pour empêcher l'élection de Trump, si Trump devait être élu, ils auraient un certain nombre de gens, à mon avis, ont déjà préparé leurs valises. Et donc là aussi, ça peut être la cause d'une fuite en avant. Ces gens-là n'ont plus rien à perdre. En tout cas, ils sont acculés. Alors, on peut imaginer qu'il y en a aussi qui préparent le ralliement. Je pense que ce à quoi on assiste, on le voit pour la guerre d'Ukraine, on le voit pour la guerre de Gaza, c'est à une radicalisation d'une partie de l'État profond, comme on l'appelle, et une tentative des plus pragmatiques de trouver des accommodements avec le réel. Et donc, on peut imaginer que les divisions vont encore s'accroître au sein de l'establishment américain.
Alors on est quand même dans une conjonction astrale, après le complotisme, l'astrologie, on est dans une conjonction astrale très particulière, parce qu'on voit en France que la situation est quand même frise de ridicule désormais, mais rappelons-le, jeudi 18 juillet, c'est en principe l'élection de Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. En France, c'est une affaire qui passe inaperçue et qui est considérée comme classée parce que Ursula von der Leyen a dit partout qu'elle avait la majorité. On le redit, c'est un vote à bulletin secret. Il a quand même, on en parle depuis plusieurs semaines, on le confirme, il y a des signaux faibles sur le fait que Ursula von der Leyen pourrait manquer sa majorité le jeudi 18 juillet. Elle n'est pas sûre d'avoir l'ensemble de son propre parti, le Parti populaire européen, qui en gros rassemble le centre-droit au Parlement européen. Il faut se rappeler que la dernière fois, elle a été élue avec 8 voix d'avance, 369 voix, il en faut 361. Un article fouillé dans la Tribune ce matin rappelait que Barroso, un des prédécesseurs d'Ursula von der Leyen, lorsqu'il a été réélu, son deuxième mandat, il avait perdu 5% des voix. Donc là, ça veut dire que si Madame von der Leyen perdait 5% lors de sa tentative de réélection, elle n'a pas la majorité absolue. On comprend... J'ai lu un autre chiffre qui est qu'elle a 401 voix sur le papier aujourd'hui compte tenu de sa coalition, mais qu'on considère qu'en moyenne, 10% des voix ne se portent pas sur la candidate officielle, ce qui fait que si c'était le cas, elle serait effectivement mise en minorité. Et ce qui explique le désarroi, la grande inquiétude, elle n'est pas allée au sommet de l'OTAN alors que normalement elle aurait dû y aller pour briller, comme elle aime bien faire. Elle est restée pour discuter avec les uns et les autres, et en fait elle discute avec les Verts en particulier, en essayant de leur promettre qu'elle va passer la suite du Green Deal, mais eux ils disent on a besoin d'engagements très fermes. Et puis surtout les Verts et Renew, là où sont les macronistes, le parti de réformistes progressistes, ils ont lancé un avertissement que si Madame von der Leyen avait besoin des voix du parti conservateur, là où siègent les députés de Giorgia Meloni, eh bien, ils ne voteraient pas pour Madame von der Leyen. Donc on voit qu'elle est prise entre le marteau et l'enclume. Alors, si elle n'est pas élue, qu'est-ce qui se passe? Le Parlement européen attend que le Conseil européen, dans l'espace d'un mois, lui repropose un candidat. Un mois, c'est court. Et puis surtout, ça serait un choc, puisque Madame von der Leyen, elle a été poussée par un système, et ça allait à l'unanimité. Giorgia Meloni s'est fait marcher sur les pieds par Macron, qui a dit mais non, mais il n'y a pas de sujet. Peut-être que si, il y a un sujet. Au moment où Macron annonçait qu'il allait gouverner autrement en France, oui, il reprenait ses vieilles méthodes, mais avec ses partenaires européens. Concrètement, ça signifie qu'on peut se retrouver dans une situation de blocage en France, puisque personne, je pense, n'imagine que ça va se déboucher rapidement, une situation de tension extrême aux États-Unis, d'incertitude extrême au moins jusqu'au 4 novembre, date des élections, et puis on pourrait se retrouver devant un vide institutionnel à la tête de la Commission européenne pendant un temps certain. Pendant plusieurs semaines, peut-être 2 ou 3 mois, il ne faut pas l'exclure, effectivement. Et en fait, on en revient à ce qu'on disait en commençant, le globalisme, le mondialisme commence à s'effriter et il a de plus en plus de difficultés. Alors le combat est encore très incertain, mais ses adversaires marquent des points. Bon, écoute, on va suivre ça. Alors, c'est notre dernier chaos global de l'été, sauf on l'en fera peut-être à distance si l'actualité le justifie. Ce faisant, j'indique qu'elle le justifiera sans doute. Vous voyez s'afficher là l'adresse de notre fil Telegram gratuit que nous nourrirons pendant tout l'été, et nous y ajouterons des petites brèves inédites pour coller à l'actualité le plus possible. Donc rejoignez ce fil Telegram. Telegram, c'est 15 secondes de téléchargement, c'est gratuit, le fil est gratuit. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Patrimoine YouTube. Je vous remets dans l'article du Courrier des Stratèges le lien auquel vous pouvez
vous abonner. C'est 4,99 € par mois. Rejoignez cette chaîne parce que tout l'été, nous nous mobilisons pour vous donner des conseils au jour le jour, des informations au jour le jour sur l'augmentation des impôts, la crise des finances publiques et puis cette espèce de crise systémique dont on sent bien qu'elle arrive, qu'elle monte et dont il va falloir se défendre. Donc rejoignez-nous, vous êtes déjà plusieurs centaines sur cette chaîne Patrimoine. Vous allez voir une info par jour, de petits formats. Pour le reste, Édouard, on se souhaite de bonnes vacances. Bonnes vacances à tous nos lecteurs, nos auditeurs, effectivement. Et puis, ça va être passionnant. Bon, on continue tout l'été. De toute façon, pensez à vous abonner au Courrier des Stratèges. C'est au moins 8 articles par jour, indispensables, avec un point de vue différent sur l'actualité pour sortir des médias subventionnés. À bientôt!